Bienvenue sur Speak RH pour un nouvel épisode de la série Découvre mon métier. Aujourd'hui, nous retrouvons Mélanie et Sita qui échangeront autour du métier de DRH de transition et notamment de son rôle dans le processus de conduite du changement en entreprise. Alors, sans plus attendre, nous vous laissons découvrir leur échange. Bonjour et bienvenue chez Speak RH. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Sita Clément. Bonjour Sita. Bonjour Mélanie, bonjour à tous nos auditeurs de Speak RH et merci pour cette invitation. Mais de rien. Alors, pourrais-tu te présenter et décrire brièvement ton parcours académique et professionnel à nos auditeurs? Et depuis combien de temps es-tu DRH de transition? Oula, alors quel est mon parcours? Il a débuté en 1988. En fait, à cette époque-là, j'ai pris un poste dans la grande distribution avant de rejoindre un groupe international. C'était dans l'industrie pharmaceutique et c'était 8 mois plus tard. Il s'agissait d'une mission de 15 jours. Cela me convenait déjà très bien à l'époque. Et en fait, j'y suis restée 11 ans baignée dans un univers international avec une langue de travail de plus en plus anglophone. Durant cette période, j'ai occupé 8 postes différents, j'ai vécu 6 fusions-absorptions, j'ai changé professionnellement 5 fois de lieu de travail. Alors vous faites le calcul et je vous laisse imaginer combien de bureaux différents j'ai pu occuper. J'y suis restée en moyenne 18 mois sur chaque poste et je pense qu'on y reviendra plus tard. Alors, lors de mes recherches sur ton métier, il a été très dur, voire même impossible, de trouver des informations précises le concernant. Peux-tu nous expliquer concrètement ce qu'est un DRH de transition et est-ce que ton métier se rapproche du conseil en organisation et management d'entreprise? En réalité, la notion de management de transition répond à un format multiple, d'où la complexité de la fonction, hein. Alors oui, le métier peut se rapprocher de celui du conseil en organisation. Tu demandais également celui du management d'entreprise. Oui, plutôt je dirais gouvernance d'entreprise, mais pas que. Mais pas que, parce qu'en réalité, mon métier, c'est d'abord et avant tout celui de directeur, directrice plutôt, des ressources humaines. Et le format, lui, est celui du management de la transition. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de terrain à partager malgré tout. Nous sommes tous des experts de nos fonctions. Et quand on parle de management de transition, on a des DRH de transition, comme moi. On a également des DAF de transition, des DSI de transition, etc. Le principe du DRH de transition, c'est celui d'occuper une fonction, et une fonction pendant une période qui va être transitoire, souvent dans un environnement complexe, et parfois d'ailleurs en situation de crise. Alors, qu'est-ce qui différencie un DRH d'un DRH de transition? Alors là aussi, j'ai envie de dire, ce n'est simplement pas la même approche. Et pour autant, j'aurais tendance à considérer que rien ne les différencie ou peu. En fait, le DRH de transition va s'inscrire dans le cadre d'un projet, va s'inscrire dans le cadre d'une mission qu'il va mener à bien. Il va préparer le terrain en réalité du DRH pérenne, que j'appelle moi le DRH pérenne. Il a l'avantage d'être externe à la structure, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de passif entre la situation qu'il rencontre, sachant qu'il n'a pas contribué à la générer. Il ne va pas y avoir de lien, par exemple, avec les salariés qui composent l'entreprise. Donc son regard va être un regard neutre. Il va permettre une certaine objectivité dans les constats réalisés. Et c'est pas forcément le cas du DRH pérenne, parce que lui, par définition, il a besoin de tisser des liens professionnels. Je peux partager un exemple qui n'est pas le mien, c'est celui d'un DRH de transition comme moi. Il a été sollicité, on en a parlé il y a très très peu de temps, c'est pour ça que je vous l'apporte aujourd'hui. Il a été sollicité pour une mission dans une société de transport de passagers, hein. On parle de bus, autocars, etc. La société a grandi par croissance externe et ils viennent de racheter il y a quelques semaines, quelques mois, 3 autres sociétés, quasiment par opportunité suite au Covid, hein, malheureusement, alors que ce n'était pas une stratégie réfléchie en amont par les dirigeants. Aujourd'hui, il y a donc 4 sociétés qui cohabitent. Mais ils n'ont pas en interne un DRH suffisamment capé pour répondre aux difficultés qui se présentent. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui puisse par exemple harmoniser les accords d'entreprise, négocier avec les partenaires sociaux, structurer l'entreprise, qui a doublé d'effectifs, hein, enfin mathématiquement. Une fois que la mission sera terminée, ils auront un DRH en interne qui lui pourra faire vivre les outils et process dans la durée, et ce DRH pérenne sera un capitaine qui va naviguer, je dirais, en vitesse de croisière, alors que le DRH de transition, lui, va sortir ou rentrer le bateau dans le chenal. Donc c'est plutôt une personne plus aguerrie en général, parce que les DRH de transition sont des personnes qui, la plupart du temps, hein, il y a quelques rares exceptions, mais la plupart du temps ont exercé cette fonction avant et elles connaissent donc les ficelles du métier. Pour autant, le manager de transition n'est plus considéré aujourd'hui comme une personne, je mettrais entre guillemets, proche de la retraite, même s'il y en a bien entendu. Mais je rencontre dans mon entourage de plus en plus de personnes qui, comme moi, adoptent le format de transition à 40-45 ans avec une certaine expertise
précises à partager. Je ne vous ai pas précisé tout à l'heure lorsque j'ai parlé de mon parcours académique, mais en synthèse, j'ai occupé des fonctions d'exécution durant 10 ans, puis des fonctions de RH à responsabilité depuis plus de 20 ans. Et sur cette dernière partie, depuis plus de 12 ans, en management de projet ou management de transition. Donc moi-même, je suis venue sur le terrain du management de transition à un peu plus de 40 ans, ce qui est loin des codes que l'on avait il y a 30 ans du manager de transition. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier, à aller dans cette voie? La variété et la liberté de parole. Je suis une femme de projet, j'aime conduire les projets, les mener à bien, accompagner les équipes dans une montée de compétences. Et de fait, en management de transition, je suis libre de mes propos, de mes préconisations. Je n'ai pas d'enjeu de positionnement, par exemple. Je ne risque pas de passer à côté d'une promo interne si les actions que je pilote ne plaisent pas ou ne plaisent pas à quelqu'un qui a plus d'ascendant que moi. Donc mes plus belles victoires, j'ai envie de dire, sont celles des missions pour lesquelles j'ai laissé mon poste à un successeur interne que j'ai pu promouvoir pour l'occasion. On dit de moi que j'ai beaucoup d'énergie à revendre et c'est vrai que je suis au mieux de ma forme lorsque je crée, lorsque j'accompagne dans un contexte de conduite du changement. C'est dans mon tempérament de bouger, de changer de secteur d'activité, de convention collective par exemple. J'aime cette dynamique intellectuelle que ça engendre. Et sortir de ma zone de confort, pour moi, c'est alimenter mes drivers, tout simplement. Je vous disais au début que au sein du premier groupe dans lequel j'ai évolué, j'ai eu un certain nombre de postes différents. Et je me souviens un jour avoir croisé la directrice qualité France. Lorsque je lui ai annoncé que je changeais de poste, enfin plutôt que je venais de changer de poste, et je lui donne le nouvel intitulé, elle s'est exclamée, mais vraiment en riant, mais encore, mais je n'arrive même plus à vous suivre, Sita. Et en fait, c'est ça. Et même ma propre sœur m'a dit un jour, je ne sais plus dans quelle boîte tu es, mais tu as l'air heureuse et ça me suffit. Et c'est ça qui m'a poussée à faire ce métier. Alors, dans quel contexte une entreprise fait appel à tes services? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit souvent de situations complexes et ou de situations de crise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs situations qui peuvent amener les dirigeants à faire appel au service d'une DRH de transition. Premier cas, lorsqu'il y a une conduite de changement à mener et qu'il n'y a pas en interne les compétences nécessaires, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure par rapport à mon ami, il n'y avait pas de DRH capé en interne. En ce qui me concerne, j'ai par exemple eu à mener un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, au sein d'une société dans l'intelligence artificielle et plus précisément dans la reconnaissance optique de caractère. Il n'y avait pas de DRH en interne, un dirigeant en partance et la société avait été vendue peu de temps auparavant à un groupe américain de San Diego en Californie. Et de fait, on m'a demandé d'occuper les fonctions de direction de la France avec l'intitulé Head of Office et la mission principale était de gérer la réorganisation de la filiale France en incluant le PSE. Donc ça, c'est un cas de figure. Un deuxième cas de figure possible, une personne qui occupe la fonction en place, mais ne dispose pas encore des compétences nécessaires pour couvrir un champ d'intervention prévu sur le poste cible, donc qui va continuer à croître. Le dirigeant va alors faire appel à nous, à moi, pour soutenir la personne en poste. C'est un cas de figure fréquent, par exemple, lorsqu'il y a une croissance forte et rapide. Autre exemple, j'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune DRH qui avait un mais vraiment formidable potentiel dans le secteur de l'événementiel de luxe. Le dirigeant rachetait des structures et il fallait intégrer dans l'écosystème chacune de ces structures, mais parfois avec une convention collective différente, parfois avec un format de contrat différent. Dans le cas de figure que j'évoque, on ne manageait pas un CDI comme on manage un vacataire de la restauration ou on a intégré à un moment une société de production d'opéra de plein air. Eh bien, on ne manage pas un intermittent du spectacle comme on manage un vacataire dans un hôtel 5 étoiles. Voilà, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, et lorsque le besoin existe, mais ce n'est pas forcément clairement défini, et particulièrement lorsque la structure elle-même est en pleine transformation. Et là, je peux partager par exemple avec vous une expérience dans la logistique et le transport international. Les dirigeants avec qui j'avais déjà travaillé quelques temps auparavant m'ont rappelé pour piloter la branche France après le départ un peu brutal de leur directeur de filiale. Le groupe vivait une transformation profonde avec le rachat de structures et on était sur des structures dans différents pays dont la France. Et ils avaient besoin d'un pilote dans l'avion en France, mais ils étaient arrivés à la conclusion que recruter le profil au moment où ils en avaient besoin, c'était recruter à court terme parce que compte tenu de la cadence et compte tenu des missions à mener, cette personne-là risquait de partir dès que le rythme de croisière se serait installé. Et ils m'ont proposé de prendre les commandes. Donc j'ai pris les commandes durant près de 2 ans, alors que je n'avais aucune compétence en logistique. Mais j'ai pu m'appuyer sur un comité de direction qui, lui, en avait. Et au bout des presque 2 ans, j'ai pu recruter mon successeur, qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours en poste 3 ans après. Donc ça a été une vraie fierté. Et voilà un troisième cas de figure. Ce sont vraiment les trois situations
principalement où l'on peut rencontrer des DRH de transition. D'accord. Et donc, tu interviens dans tous les secteurs d'activité ou non? Je vais répondre en 2 temps. Oui, le DRH, sans hésiter, le DRH de transition peut intervenir dans tous les secteurs d'activité. En ce qui me concerne, moi, je m'offre le luxe de choisir mes dirigeants, avec qui j'ai envie de travailler et les projets que je vais mener. Donc, en termes de secteur d'activité, je procède plutôt par élimination. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs que je vais refuser. L'alcool, le tabac, l'armement. En fait, d'une manière générale, les entreprises qui n'accordent pas de place à une démarche RSE ne sont pas des entreprises vers lesquelles je souhaite aller ou dans lesquelles je souhaite mettre à profit mes compétences. Donc lorsque je parle de la vraie démarche, RSE, hein, je ne parle pas des actions de greenwashing qui visent à valoriser artificiellement une marque employeur, on est bien d'accord, hein. Je vais vous donner un exemple encore, la société logistique de transport international dont je viens de vous parler. Ils ont une approche RSE qui est dans leur gène, et vraiment avec une reconnaissance des salariés, un accompagnement, une prise en compte des contraintes personnelles, un soutien logistique, une aide à l'emploi. Enfin, vraiment, il n'y a eu aucun licenciement pendant la période de la crise sanitaire, alors même que les avions étaient tous au sol, que la législation américaine en matière de travail était plus souple que pour nous. Et quand je dis aucun, j'inclus les salariés qui sont sur le territoire américain, notamment à New York et Los Angeles. Vraiment, zéro licenciement. On n'en a pas parlé. Ils n'en ont pas fait une gloire. C'est juste dans leur ADN. Et ça, c'est juste formidable. Alors, en tant que DRH de transition, tu es sûrement amené à travailler avec les DRH en place. Comment fonctionne le service RH dans ce cas-là? Est-ce source de conflit? Si oui, quelles sont tes astuces pour les prévenir et les gérer? Alors oui, bien sûr que je travaille avec les équipes RH. En fait, je dirais même, enfin, sauf dans les structures de taille plus réduite, hein, mais je ne peux pas travailler sans. Par essence. Le DRH de transition ne vient pas tout transformer. Il ou elle vient apporter des améliorations, optimiser des process, accompagner le changement. Donc bien sûr que ma présence est source de conflit ou à tout le moins source de méfiance. Parce qu'on ne sait pas ce que va faire un manager de transition quand il arrive. On ne sait pas forcément ce que la gouvernance d'entreprise attend de lui. Et donc, on se méfie. Je n'ai pas d'astuce à proprement parler. Par contre, j'ai une règle de conduite. Ne croire personne avant d'avoir donné la parole et écouter chacun individuellement. Un, ça me permet de comprendre les équipes et leur fonctionnement. Et deux, ça me permet également de détecter les résistances au changement, ne serait-ce que pour mieux y répondre, parce que la conduite du changement, c'est d'abord partir du principe que chaque salarié a droit au respect de ses opinions et qu'il est important de les comprendre avant d'envisager quoi que ce soit. Donc ça prend parfois du temps, alors qu'on se dit, bah, finalement, on n'en a pas. Mais dégager ce temps pour le consacrer à ces personnes qui peuvent sembler réfractaires au départ, c'est souvent en gagner pour plus tard. Et au sein des services RH, en fait, je n'ai jamais eu à déplorer un conflit. En tout cas, à gérer un conflit lié à ma mission de DRH de transition. J'ai parfois été confrontée, hein, comme tout DRH, à des conflits internes, parfois mis en exergue par mon arrivée, comme deux salariés qui ne s'entendaient pas, pour lesquels il a fallu trouver une solution, mais jamais liés à ma mission elle-même de DRH de transition. Et vous savez, la nature humaine est parfois surprenante lorsque vous amenez les gens à comprendre l'opinion de l'autre. Les deux personnes dont je vous parle, hein, c'est du vécu. Au final, l'une des deux est partie de l'entreprise dans laquelle elle était, et contre toute attente, aujourd'hui encore, elle garde des relations professionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, le départ et la séparation professionnelle de ces deux personnes les a amenées à reconsidérer finalement la relation dans laquelle elles s'étaient inscrites. Pourrais-tu nous décrire le déroulé d'une mission type? Je vais être provoque, mais je vais dire non. Non, parce qu'il n'y a pas de mission type, parce qu'aucune mission n'est semblable à une autre. Par contre, une mission type, elle commence avant tout par une rencontre. Vous savez, je suis membre de la NDRH. Je suis rattachée au groupe Provence parce que je suis domiciliée à Aix-en-Provence. Et je partage souvent avec mes pairs ma posture de DRH de transition, qui est effectivement à part par rapport au métier de DRH. Et le retour est unanime. Que ce soit des DRH de transition ou des DRH ou des dirigeants d'entreprise, tous répondent qu'il est nécessaire de définir le besoin pour éviter les missions qui vont être des missions mal cadrées. Et une fois que le cahier des charges est bien défini, alors la proposition chiffrée est validée et ensuite je déroule ma feuille de route. Et elle débute toujours par un diagnostic plus ou moins long en fonction du champ d'intervention. Et d'ailleurs, parfois, la mission s'arrête au diagnostic. Il peut arriver, par contre, qu'une première mission devienne un préalable à une seconde, souvent plus longue. Et dans ces cas-là, il s'agit de mettre en œuvre les préconisations émises dans le cadre de la phase précédente. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les dirigeants, souvent, sont avares. Ils n'ont pas envie de lâcher un gros chèque. Et ils se rendent compte, au final, que finalement, sortir 2 ou 3 ou 5 ou 10 000 euros pour une mission, c'est manager le risque et éviter
un risque qui peut nous coûter, notamment au prud'homme, entre 250, 300, voire plus milliers d'euros. Donc une fois terminé, là encore, il y a toujours un wrap-up, ce que j'appelle un point final, une restitution. Et surtout, surtout, parce que c'est le propre du DRH de transition, c'est la transmission. Parce que le propre du DRH de transition, c'est de laisser des traces, que ce soit des procédures, un audit, un document de restitution. En fait, quelque part, passer le relais, que ce soit aux dirigeants, que ce soit au DRH, que ce soit parfois des cabinets d'expertise, un mandataire judiciaire, malheureusement, ça a été le cas une fois. Mais quoi qu'il en soit, il doit toujours y avoir cette trace. Donc voilà, il n'y a pas de mission type. En revanche, il y a des codes et des incontournables. Alors, quelles expériences sont nécessaires pour accéder au métier de DRH de transition et quelles sont les qualités et compétences indispensables à avoir selon toi? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je me suis rappelé finalement une partie de mon parcours que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Juste après avoir quitté le groupe pharmaceutique où j'avais fait mes premières armes, j'ai voulu m'adresser au marché de l'emploi comme manager de transition parce que, encore une fois, le format projet, c'était celui qui me plaisait. Et à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et en réalité, je cherchais ces fameux projets. Et je me suis retrouvée face à une chasseuse de tête qui a su me dire vraiment avec beaucoup de diplomatie que je ne trouverais pas d'emploi. Donc une fois la déception passée, en réalité, j'ai compris très vite qu'il fallait me repositionner. Donc j'ai accepté des missions de CDD, d'intérim, j'ai refusé des CDI, au grand désespoir de certaines personnes, y compris de mon conjoint. Ce que je veux dire par là, c'est que le DRH de transition, il est recherché pour la variété de ses expériences. Il doit avoir une certaine légitimité en fait lorsqu'il intervient, avec un vécu, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc le métier de DRH de transition, il fait appel à des compétences d'analyse, de synthèse, une capacité d'écoute et souvent une certaine forme de résilience, surtout face à des situations qui nous semblent inimaginables, tant le dirigeant s'est mis dans une situation de risque par méconnaissance des contraintes juridiques, entre autres. Je suis convaincue que le DRH de transition, il doit avoir une fibre pédagogique développée, très développée, parce que la conduite du changement fait partie du cœur de métier. Il répond en réalité à une situation d'entreprise en transition. C'est bien le propre du DRH de transition. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs qui seraient intéressés par ce métier, quel serait-il? Alors, nos auditeurs ne le voient pas, mais là, j'ai un sourire. J'ai un sourire parce que ce métier est passionnant et, chers auditeurs, j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes. Par contre, soyez conscients que c'est un métier où vous êtes seul. Alors, venez comme vous êtes, oui, bien sûr, je pense que vous êtes conscient que je récupère cette phrase d'ailleurs, mais le DRH, il est déjà souvent assez seul quand on est DRH d'une structure et notamment DRH pérenne. Le DRH de transition l'est encore plus parce que, on l'a dit, on nous appelle souvent dans des situations de crise. Donc nos interlocuteurs, ce sont des dirigeants, ce sont des actionnaires, ce sont des mandataires judiciaires dans le cadre de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire. Au mieux, ce sont des DRH. Donc notre équipe RH, l'équipe RH lorsqu'on nous en avons eu, c'est en réalité une équipe transitoire parce qu'on va la quitter après avoir réalisé notre mission. Et il y a des sujets que nous ne pouvons pas partager avec nos équipes, même dans le cadre d'une fonction de DRH pérenne. Alors, il faut aller chercher un maximum d'expérience au sein de structures les plus variées possibles, les conventions collectives multiples, des typologies d'organisations différentes, d'une SAS à une association loi 1901, à des structures matricielles, pourquoi pas des entreprises libérées ou à minima libérantes. Engranger un maximum d'expérience, elles vous serviront un jour. Vous savez, il y a un proverbe indien que certains attribuent d'ailleurs par erreur à Confucius qui dit: trouve un emploi où tu t'amuses et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. Alors, il y a des missions qu'un DRH doit faire qui ne sont pas des missions amusantes en soi. Mais derrière, ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, c'est que il faut faire un métier qui nous plaît, qui nous passionne, parce que nous allons le faire de la manière la plus respectueuse possible. Et d'autant que si on en fait notre métier, on va s'amuser ou à minima, on prendra plaisir à se lever tous les matins pour aller travailler. D'autant que l'évolution de la société, elle va dans ce sens. Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus en mode projet et nous recherchons des compétences pour une mission déterminée. À l'issue de cette mission, on n'a plus besoin de la compétence en interne. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on va aller chercher, et je m'adresse à tous les RH de tous les niveaux, le CDI de chantier, c'est un CDI qui existe depuis des années. On a créé ce CDI de chantier qui nous permet d'aller au-delà de nos fameux 18 mois moins un jour, parce qu'il s'inscrit dans cette logique. Donc, venez comme vous êtes, amusez-vous, mais sachez que vous allez être seul, donc il va falloir être en mesure, savoir vous entourer d'un réseau et d'un réseau d'experts, parce que vous n'avez pas la science infuse, nous n'avons pas la science infuse, il va falloir nous doter de partenaires avec qui nous allons pouvoir travailler. Alors, dernière question. Si c'était à refaire,
Aurais-tu souhaité changer quelque chose dans ta carrière? C'est une question, assez sensible, à laquelle je vais répondre de manière la plus sincère possible. J'ai une seule chose à changer. En réalité, c'est une expérience que j'ai eue au sein d'une start-up où je suis tombée sur un escroc qui, sous couvert de bienveillance envers les seniors en fin de carrière, se servait de leur situation pour générer une marge très confortable alors qu'il ne payait même pas ses prestataires. Et nous, en tant que DRH, c'est compliqué de se dire, est-ce qu'on accepte de repositionner un senior dans l'emploi en sachant ce qui se passe de l'autre côté du rideau? Est-ce que l'on cautionne cette manière de faire ou pas? Et c'est toute la difficulté. Je suis restée quelques mois seulement dans cette structure. C'était quelques mois de trop, même si j'y ai fait de belles rencontres et même si toute expérience est bonne à prendre. Et ça m'a appris qu'au sein des startups, nous pouvons avoir des fondateurs de startups qui ne sont pas aussi RSE inclusivement engagés qu'ils le disent. Pour le restant de mes 34 ans de carrière, rien n'a changé et surtout, j'aimerais en profiter pour saluer un de mes directeurs au sein du groupe pharmaceutique dans lequel j'ai débuté. Vous savez, dans certains parcours professionnels, vous pouvez avoir la chance de croiser celui d'une personne qui va marquer vraiment d'une empreinte positive le reste de votre carrière. J'ai eu cette chance et quasiment au début de ma carrière, c'était il y a 26 ans, il se prénomme Cyril, il a été mon mentor, il reste mon inspiration en matière de pédagogie, de bienveillance, de mode de management. Aujourd'hui, il vient de partir à la retraite, mais il m'a donné envie de faire monter en compétence toutes les équipes que j'ai managées depuis lors. En tout cas, je te remercie pour ces très beaux mots et pour tout ce partage. Merci à toi, Mélanie. C'était Mélanie. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite sur Speak RH pour une nouvelle interview.